Corot a failli devenir marchand de draps. Le commerce n'y aurait rien gagné, et là, il en avait beaucoup perdu. Parisien de naissance, il célébrera comme personne les provinces de France. Sur ses toiles, il fait chanter la nature. Plusieurs voyages en Italie lui apprendront la rigueur et le sens de la ligne. Mais c'est en Île-de-France qu'il connaîtra ses plus grandes joies. Ayant choisi de rester célibataire par amour de la peinture, Corot répandra le bonheur autour de lui. Sa famille, ses amis, ses élèves profiteront largement de ses largesses. Des faussaires aussi, qui ne cesseront de reproduire ses tableaux pour les vendre aux plus offrants. Cornichant le tard, le peintre n'en concevra aucune amertume et restera jusqu'à la fin un homme simple. « 1796-1822 » Du commerce à la peinture. Camille Corot naît à Paris le 16 juillet 1796. Son père est négociant en tissu, sa mère une modiste en vogue. Ses parents étant très pris par leurs affaires, il est mis en nourrice tout bébé, puis en pension. Il fréquente ensuite le collège de Rouen et découvre la campagne normande. Sa voie est en principe toute tracée, ce sera le commerce. Mais après 5 ans passés chez un drapier, Corot décide de suivre son penchant naturel, la peinture. Il se heurte alors à un refus catégorique de son père et commence à fréquenter en cachette les cours du soir à l'Académie suisse. C'est la mort prématurée de sa sœur cadette qui décidera de son sort. Moyennant une pension annuelle de 2000 francs, il peut enfin suivre la voie qu'il s'est choisie. 1822-1828 De l'atelier à l'Italie. Au printemps 1822, Corot suit les cours de Michalon, un jeune paysagiste d'inspiration néoclassique. Après la mort de ce dernier, il se tourne vers Bertin qui lui conseille de pratiquer la peinture en plein air. L'artiste en herbe sera ainsi l'un des premiers à fréquenter la région de Barbizon et de Morlaix-sur-Loing. De plus, il copie les tableaux de maître et travaille régulièrement sur le motif, à Paris, en Normandie, ou encore à Ville d'Avray, où ses parents ont acheté une propriété. En septembre 1825, Corot part pour l'Italie, via la Suisse. Il va y rester 3 ans. Il séjourne à Rome sur les traces de Poussin et découvre le Sud. En 1828, un voyage le conduit jusqu'à Naples et Capri, en passant par le Vésuve. 1844-1852 Premier succès et commandes officielles. En 1844, Corot reçoit sa première commande officielle, le baptême du Christ, et il continue en même temps d'exposer. Homère des Bergers est ainsi présenté au salon de 1845. L'artiste, qui habite toujours avec ses parents, commence à se faire un nom. Baudelaire et Champfleury vendent ses mérites et des marchands s'intéressent à son œuvre. En 1847, Eugène Delacroix lui rend même visite dans son atelier. Mais cette année sera difficile pour le peintre, car il doit veiller sur son père, gravement malade. Celui-ci mourra en novembre et Corot, célibataire, devra s'occuper de sa mère jusqu'à ce qu'elle disparaisse à son tour en 1851. Il est alors âgé de 55 ans et pour la première fois, il est libre de mener sa vie à sa guise. 1860-1872 Le peintre le plus célèbre de Paris. Corot est désormais au sommet de sa carrière. Il est considéré comme l'un des paysagistes les plus importants de son époque. Depuis plusieurs années est apparu dans son œuvre le thème du souvenir. Allié à l'inspiration poétique, la force de l'imagination lui inspire de célèbres toiles. Outre des paysages, il vend des figures de fantaisie et des nus. Et il continue d'exposer au salon, où Napoléon III lui achète des toiles pour sa collection personnelle. Lors de l'exposition universelle de 1867, où il présente quelques chefs-d'œuvre, tout Paris le célèbre. Mais il est harcelé par tant d'admirateurs qu'il doit se faire construire un atelier à la campagne chez ses amis les Gracieux à Coubron, au sud de Paris. 1828-1844 La peinture en marchand. Après un bref séjour à Venise, Corot revient à Paris en octobre 1828. Il commence à multiplier les déplacements dans toute la France, pratique qu'il poursuivra jusqu'à sa mort. La Normandie, la Bretagne puis Chartres reçoivent ainsi sa visite.
C'est ensuite la découverte de la Bourgogne, de l'Auvergne et du Morvan, sans oublier la fréquentation assidue de la forêt de Fontainebleau. Un second voyage d'entraîne en Italie en 1834. Il visite Gênes, Volterra, Florence et Venise, avant d'aborder la région des lacs. Entre-temps, le peintre a abordé des sujets religieux et mythologiques. Agar dans le désert, la fuite en Égypte, où Démocrite et les Abdéritains lui valent de nombreux éloges. 1852-1860. Le temps des amitiés. Durant ces années, Corot va nouer de solides amitiés. En 1847, il a rencontré un peintre de l'époque, Constant Dutilleux. En 1852, il fait la connaissance du gendre de celui-ci, Alfred Robot, qui deviendra son biographe. Ils se rendent alors régulièrement dans le Nord, où habitent les deux hommes. Ils se mettent aussi à fréquenter le paysagiste d'Aubigny, avec qui il effectuera plusieurs voyages dans le Dauphiné et en Isère, et puis en Suisse. À Mantes, où il va réaliser de très belles toiles, habitent deux familles amies, les Osmond et les Robert, dont il décore la maison. Depuis la disparition de ses parents, tout se passe comme si Corot rattrapait le temps perdu. De la Bretagne à la Suisse, de la Normandie à la Bourgogne, il est toujours sur les routes, le chevalet sur le dos. Infatigable. 1872-1875. Une vie bien remplie. Pour répondre à la demande, Corot a multiplié les tableaux. Il en a fait trop, beaucoup trop. De plus, il a laissé des admirateurs copier ses œuvres. Certains indélicats iront jusqu'à signer ses copies de son propre nom. Parfois, il a même accepté, après quelques retouches personnelles, de signer des toiles qui ne sont pas de sa main. Car rarement un artiste a été autant estimé que le bon papa Corot, dont la générosité n'est plus inventée. Et il a aussi beaucoup aimé la vie qui le lui a bien rendue. Mais très éprouvé par le décès de sa sœur, survenu en octobre 1874, il meurt le 22 février 1875 des suites d'un cancer de l'estomac. Le monde artistique vient de perdre l'un de ses plus grands paysagistes. 1912-1917, la longue descente vers l'éternité. En 1912, Degas est obligé de quitter la maison et l'atelier du 37 rue Victor Massé, mais il ne se fera jamais à son nouveau logement. Pratiquement sourd, aveugle, il n'est plus qu'une épave, écrit Mary Cassatt en 1913. Il rend l'âme le 27 septembre 1917. Parmi les impressionnistes, seuls Monet et Mary Cassatt sont encore de ce monde. Dans son atelier, on découvre des centaines de toiles qu'il n'a jamais montrées et qui sont là, pour certaines, depuis des années. Si Degas reste dans l'histoire de l'art comme le peintre des nus et des danseuses, l'étude de son œuvre révèle des autres facettes d'un monsieur au caractère impossible, intransigeant avec lui-même comme avec les autres, qui a porté l'art à sa plus haute exigence.